Nous sommes aux assises du bien vieillir 2024 à La Réunion. Ils nous ont parlé de l'accompagnement du département de La Réunion avec ses partenaires sur l'axe du bien vieillir, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Loïc Brugard, qui est directeur général délégué et associé du cabinet SPQR Conseil. Bonjour Loïc. Bonjour. Peut-être vous présenter le cabinet et après on va parler du sujet du bien vieillir à La Réunion. Oui, avec plaisir. Donc SPQR, cabinet de conseil stratégique au service des acteurs publics et parapublics. Donc on intervient auprès des collectivités et, françaises et ultramarines justement sur tout ce qui va être médico-social, c'est un point essentiel chez nous, mais également enfant-jeunesse, petite enfance, la restauration collective et les structures sportives et de loisirs. Notre objectif à nous, c'est d'accompagner les décideurs sur des choix stratégiques, des choix techniques, pour faire avancer des projets politiques. Donc là, vous êtes missionné en fait, vous êtes missionné par le département pour... Est-ce que vous pouvez présenter la mission que vous avez et puis l'objectif peut-être de la mission? Alors effectivement, on est missionné par donc, le conseil départemental de la Réunion dans le cadre de ce qu'on a appelé l'AMO Grand Âge. Donc c'est un marché qui prévoit d'appuyer le conseil départemental de la Réunion dans la définition d'une stratégie bien vieillir. Considérant que l'île de la Réunion est confrontée à un vieillissement plus accéléré en plus que la métropole, le département, soutenu par l'Agence française de développement et la Banque publique d'investissement, a fait le choix de se faire assister dans cette réponse stratégique à l'horizon 2025, 35, 45, voire même 50. Donc c'est vraiment d'accompagner le département sur les solutions pour bien vieillir à la Réunion. La mission se passe comment en fait? J'imagine qu'il y a un audit parce qu'il y a déjà des expérimentations, des comportements, des actions qui sont menées à La Réunion dans ce sujet. Oui, c'est une cartographie des actions qui existent déjà et ensuite vous comparez par rapport à l'enjeu du vieillissement ici. La Réunion est effectivement un département qui a déjà engagé beaucoup de choses et qui a déjà fait beaucoup parce que, et notamment par son président, Cyril Melchior, est bien consciente déjà du vieillissement. Donc nous, notre travail, il consiste aujourd'hui en deux étapes. La première étape qui est achevée, c'est celle de définir l'état des lieux des dispositifs, des moyens, de l'organisation et de la situation au titre du vieillissement sur l'île, donc qui a donné lieu à des constats, mais également des projections, c'est-à-dire qu'on a défini des prospectives de besoins et des moyens pour y répondre, et à partir de là a pu être rédigée une feuille de route. Et cette feuille de route qui va servir au président du conseil départemental, mais également à ses partenaires, comme l'ARS, qui est un des principaux partenaires du département, a pour vocation d'être accompagné opérationnellement, techniquement, par nous, sur les 2 prochaines années. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'actions ont été engagées et vont être à nouveau engagées, et nous on a le plaisir de pouvoir y contribuer. Vous pouvez donner quelques chiffres des personnes âgées, du vieillissement? Quand on dit que le vieillissement est très accéléré ici, ça veut dire quoi en chiffres? En chiffres, jusqu'en 2020, 1/5 de la population avait plus de 75 ans. Dans moins de 10 ans, c'est plus d'un quart. Et dans 15 à 20 ans, c'est un tiers. Donc on va avoir un rapport qui va être quasiment double dans une quinzaine d'années avec ce qu'on va retrouver en métropole. À titre d'exemple, aujourd'hui, on va passer actuellement de moins de 25 000 personnes dépendantes à plus de 50 000 personnes dépendantes à une échelle de moins de 15 ans. Et donc ces 25 000 personnes supplémentaires à prendre en charge, à accompagner, il faut y trouver les réponses. Réponses à la fois humaines, matérielles, mais du coup également financières. Dans les recommandations, c'est les recommandations du grand âge. Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple, le terme grand âge. Est-ce que le bien vieillir va concerner les actions sur le grand âge ou la prévention des jeunes seniors ou des très jeunes seniors pour éviter une future dépendance? Alors il y aura les deux. Il y a même déjà les deux. Je reviens sur le terme. L'objectif, c'est vraiment de parler du bien vieillir. Donc c'est vraiment de construire une feuille de route qui permette à tous de bien vieillir. Et dans le bien vieillir, vous avez un panel en fait d'items. Le bien vieillir, c'est de pouvoir vieillir où l'on souhaite. Le bien vieillir, c'est de pouvoir vieillir dans un environnement de qualité. Le bien vieillir, c'est de pouvoir choisir.
Le bien vieillir, c'est de pouvoir être en sécurité. Tous ces éléments-là appellent à des actions différentes. À la fois sur de la prévention, pour permettre aux personnes âgées de vieillir plus lentement peut-être, ou de vieillir plus sereinement. Et de l'autre, répondre à ceux qui vont tomber dans la dépendance très vite, dans les prochaines années, en apportant une solution. Et une des solutions dont on parle très souvent, c'est cette notion de parcours, ou même qu'on pourrait résumer comme un panier de services, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui sur l'île, sur toute l'île, tout le monde a accès à ce même panier, avec les mêmes garanties, avec les mêmes coûts, avec les mêmes délais, avec le même type d'offre? Aujourd'hui, la réponse est non. Et donc, dans la feuille de route, par exemple, il y a une volonté très forte de définir un référentiel minimal pour l'ensemble des habitants de l'île sur le champ du vieillissement, avec cette notion de parcours qui permet de dire où que vous soyez et quelle que soit la période de votre vie, à partir du moment où vous tombez dans le vieillissement, enfin vous arrivez dans le vieillissement, vous aurez accès à l'ensemble de l'offre du parcours de manière équitable, de manière égale, et avec toute la qualité qu'on pourra y mettre derrière. Et bien ça suppose donc une boîte à outils très différente. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution, c'est plusieurs solutions. C'est même, pour rien de vous cacher, idéalement, rien qu'une cinquantaine d'actions déjà différentes identifiées dès aujourd'hui à mettre en place, qui se mettront progressivement en place. On peut avoir des exemples d'actions qui vont être mises en place? Oui, complètement. Je vous parlais du référentiel là juste avant, mais déjà des choses très basiques et très classiques, la création de places supplémentaires. Donc là, il y a un programme pour augmenter significativement le nombre de places d'EHPAD, mais également de ce qu'on appelle des résidences intermédiaires. C'est ce terme qui permet de qualifier un hébergement où vous êtes entre le domicile et entre l'EHPAD. Intermédiaire, c'est entre les deux. C'est-à-dire que vous êtes encore assez autonome pour avoir des sorties, des entrées, mais en même temps, vous bénéficiez d'un cadre sécurisé immobilier. Et donc là-dessus, il y a des projets. Donc il y a des appels à des candidatures et des appels à projets lancés par le département ou conjointement département ARS pour aller dans ce sens. Après, c'est par exemple ce qu'on appelle l'habitat inclusif, les petites familles. Exactement, l'habitat inclusif, la résidence autonomie, l'habitat intergénérationnel. On est sur ce genre de choses et le département a lancé des appels à candidature. Après, sur des champs un peu plus nouveaux, il y a tout ce qui est accompagnement des services d'aide à domicile. Mais les accompagner concrètement. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'on peut voir dans certains départements, uniquement s'assurer de leur donner 1 € de plus par heure et puis leur dire débrouillez-vous avec ça, c'est déjà pas mal. Non, c'est de travailler conjointement avec eux pour financer des actions concrètes, par exemple des véhicules pour se déplacer, parce que les aides à domicile, pour se déplacer sur l'île, jusque-là utilisent leur véhicule personnel avec les contraintes et les coûts que cela peut occasionner, même si elles sont indemnisées. Avoir un véhicule, c'est une reconnaissance professionnelle, sociale, c'est une sécurité et c'est un avantage. Mais également, je vous cite une autre mesure, permettre à ces professionnels, lorsqu'ils ont besoin, par exemple, d'une garde d'enfants, parce que ce sont des métiers où on intervient tôt le matin, on intervient tard le soir, on intervient le lundi, le dimanche, être obligé de prioriser sa vie familiale, non pas par choix, mais par défaut, parce que vous n'avez aucune alternative, alors que vous aimeriez exercer votre métier, c'est financer des mesures qui permettent d'avoir des gardes d'enfants, par exemple, sur des temps de travail, pour que le salarié se sente en sécurité et puisse aller au travail. Ça, c'est des choses très concrètes. Concrètement, une question un peu directe, le département et l'ARS auront les moyens de mettre toutes ces actions en place par rapport à l'ampleur du vieillissement que vous avez expliqué? C'est un grand sujet. Les assises, notamment, étaient l'occasion. On a vu beaucoup de personnes passer dans les plénières, y compris au niveau de l'État, au niveau des ministères, des GCS, pour justement évoquer cette inquiétude sur le financement. Moi, personnellement, sur le financement, j'ai une double approche. Il y a ce qui relève d'une décision politique nationale qui nous échappe, ce qu'on peut entendre régulièrement, une journée de solidarité supplémentaire, un impôt supplémentaire, un prélèvement social supplémentaire pour financer le grand âge. Donc ça, moi j'ai des idées, on peut en discuter, mais c'est pas ce qu'aura comme on va dire liberté d'entreprendre le département. Et puis il y a ce que peut faire le département ou l'ARS localement, d'une part sur la gestion de ses budgets, d'une part sur sa fiscalité propre, et d'autre part sur
les autres recettes qu'il va pouvoir aller chercher, tout en ayant en parallèle la maîtrise des moyens. Donc quand on dit ça, vous allez pouvoir me répondre, bah oui, mais c'est toujours la même chose, moins dépenser, trouver d'autres recettes. Mais en fait, ce n'est pas moins dépenser, mais c'est dépenser dans des dispositifs peut-être différents, et c'est aussi ne pas s'interdire d'ouvrir des pistes sur de la contribution. Je vous donne un exemple très concret. Ça fait une dizaine d'années que les EHPAD ont la liberté, ont la possibilité de faire appliquer ce qu'on appelle un tarif différencié. C'est-à-dire faire pratiquer à votre maman, à votre grand-mère qui est à l'EHPAD, un tarif plus cher que celui qui est défini par le département. Je parle bien des EHPAD habilités à l'aide sociale. La loi Bien Vieillir est venue formaliser encore un peu plus ça en disant donc, désormais, tous les EHPAD habilités auront cette liberté de le faire et un décret viendra préciser les modalités d'exécution. Et bien ça, c'est une piste. Parce que depuis des années, on a des EHPAD dont le prix est arrêté par le département, avec un département qui n'a pas les moyens, compte tenu de son taux d'évolution, son taux directeur de dépenses, d'aller au-delà d'un pourcentage qui n'est pas cohérent avec le pourcentage de croissance des dépenses. C'est remettre de la justice sociale et c'est donner des leviers pour le département, ce qu'on fait de partout ailleurs. Quand vous mettez votre enfant à la crèche, vous ne payez pas la même chose selon votre quotient familial. Quand vous prenez le train, si vous êtes une famille nombreuse, vous ne payez pas la même chose que les autres. Et jusque-là, personne n'a jamais rien eu à redire sur ça. Donc, il y a un sujet très concret sur lequel le département, aujourd'hui, de La Réunion par exemple, n'est pas allé, mais parce que La Réunion a une particularité. 90% de ces places sont occupées par des bénéficiaires d'aide sociale, donc des personnes qui ont le prix arrêté par le département. Donc la marge de manœuvre est moins importante. Mais sur d'autres territoires métropolitains, où la participation est en général beaucoup plus faible, c'est-à-dire 20% des places sont, en moyenne, grosso modo, sont éligibles à l'aide sociale, enfin sont occupées par des personnes éligibles à l'aide sociale, là on a des marges de manœuvre. Donc on a des choses que les départements peuvent engager. Il y a aussi un discours, un dialogue, un argumentaire à avoir avec l'État. L'exemple de La Réunion était celui frappant. Je l'ai dit en introduction, le département de La Réunion a beaucoup moins d'EHPAD qu'ailleurs. C'est d'ailleurs un fait qu'on retrouve dans d'autres territoires ultramarins. Sauf que le domicile, la prise en charge au domicile, coûte moins cher. Et sans rentrer dans un débat technique, la compensation de l'APA à domicile est définie par certaines modalités techniques. Aujourd'hui, il y a un reste à charge important pour le département, et dans le même temps, il y a une économie faite par l'État par l'absence équivalente d'établissements sur le territoire hexagonal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a sans parler de rattrapage, le but n'est pas de reconstruire autant d'EHPAD, mais est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce qu'il y a des... Donc voilà, il y a des sujets aussi, et donc nous, SPQR, on est là pour aider le département, appuyé par l'AFD, à réfléchir à ces solutions-là. Par exemple, pour l'habitat intermédiaire, d'ici 2015, en fait, vous recommandez, je ne sais pas si c'est une recommandation, combien d'habitats intermédiaires pour La Réunion? C'est une recommandation que vous faites? Alors c'est même plus clair que ça, c'est-à-dire que dans la feuille de route, vous avez un chiffre par type d'établissement. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, sur les résidences autonomie, on va avoir une création de places, d'un nombre de places. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais on a fait une feuille de route où on a chiffré année par année sur les 5 prochaines années, EHPAD, résidence autonomie et habitat inclusif, sur lequel on va dire on va créer 100 places d'habitat inclusif, donc ça va être écrit par exemple, donc on va lancer des appels à candidature pour créer ces 100 places. Pareil pour les EHPAD. De mémoire, les EHPAD, c'est quasiment 400 places de plus à l'horizon, notamment 2 nouveaux appels à projets qui sortiront dans les prochains mois ou prochaines années. Pour le maintien à domicile chez les personnes âgées qui habitent dans les hauts, on prévoit quoi? On les maintient à domicile? On les incite à bouger dans le bas? Comment ça se passe? Non, justement, justement, l'objectif, c'est de trouver des solutions qui permettent, je le redis, c'est un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, vieillir bien, c'est vieillir librement. Et donc les personnes qui font le choix de vieillir dans les hauts, comme vous le citez, ou qui font le choix de vieillir à Saint-Denis, il faut que ces 2 personnes qu'on cite en exemple ici aient la liberté de choisir. Et il est vrai qu'aujourd'hui, tant dans le diagnostic que dans la projection, il y a des zones qui sont plus faiblement couvertes en offre de services. L'idée n'est pas d'apporter au centre de l'île une offre en valeur, en nombre aussi importante que sur une zone urbaine comme Saint-Denis, mais de pouvoir permettre à la personne d'avoir une liberté de choix et une garantie que de la même façon qu'à Saint-Denis,
on aura autant de passages journaliers, hebdomadaires, mensuels, que à Saint-Denis, enfin dans les Hauts, que à Saint-Denis par exemple. Ça, c'est notamment la création du référentiel. Parce qu'une fois que le référentiel est déterminé et validé, derrière, ça permet d'adapter l'offre en permanence et donc du coup de lancer des appels ou de mettre des moyens sur des territoires où visiblement il manque une offre. Mais attention, un point qu'on n'a pas évoqué, tout ça est aussi conditionné à trouver les moyens humains. On parle beaucoup de moyens financiers, de moyens matériels, mais les moyens humains. Prendre en charge des personnes à domicile ou en établissement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des robots. On ne peut pas déshumaniser. Il semble qu'ici, il y ait moins de problèmes pour trouver du personnel. Qu'il y ait plus de jeunes que ce qui soit les chiffres vont pas trop dans ce sens-là quand même. Non. Okay. Il y a une grosse carence de recrutement, notamment dans le domicile. D'accord. Mais je pense que c'est dû aux écoles, enfin, c'est une petite parenthèse, mais c'est dû où les classes d'école sont limitées. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Avant de vous répondre sur la solution, je vais évoquer un point, un chiffre à retenir. Dans les estimations, dans les projections, à l'horizon 2030, c'est pas loin, 2030, 57% des salariés professionnels de l'aide à domicile partent en retraite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est la moitié. C'est plus de la moitié des personnes à 5 ans va devoir être renouvelées. Alors même que si on veut maintenir uniquement la même offre à horizon, donc 2030, c'est-à-dire à isopérimètre de la croissance des besoins, enfin des besoins de prise en charge, il faudra créer certaines années plus de 300 ETP nouveaux, sans compter les départs en retraite. Ça veut dire que sur 5 ans, si on intègre les départs en retraite, on va être sur plusieurs milliers, 3000, 4000 salariés à trouver. Et donc le problème, aujourd'hui, il est tant dans l'attractivité du métier. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ces métiers attractifs? Donc il y a évidemment la rémunération, mais pas que. Le temps de travail, l'organisation du travail, éviter ce fractionnement, donner de la considération en ayant des temps collectifs et des temps extérieurs pour communiquer, apporter du confort professionnel, les déplacements, l'équipement. La loi Bien Vieillir a d'ailleurs reconnu par la carte professionnelle les auxiliaires de vie. Et puis ensuite, travailler avec les formations. Là, je vous rejoins. Aujourd'hui, il y a une insuffisance à plusieurs titres. Premièrement, en nombre, mais auquel on nous rétorque que les formations ne sont pas pleines. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne met pas d'attractivité, donc personne ne vient postuler. Du coup, on va fermer des classes ou on va réduire... Mais surtout, on n'a pas beaucoup de diversité. C'est-à-dire que dans certains champs, même dans l'établissement, vous avez un diplôme, vous rentrez dans cette fonction, et pendant 15 ans ou 20 ans, vous faites la même chose. Il n'y a pas de plan de carrière. Donc ça veut dire qu'on a besoin de recréer des échelons de formation, pas forcément de diplôme, mais de formation pour avoir une progression de carrière. Ça veut dire qu'il faut redonner du sens et de la communication sur ces métiers et de la valorisation. Ça veut dire communiquer aussi sur l'offre de formation pour attirer. Et ça veut dire travailler en partenariat avec les différents financeurs, et notamment l'AFD qui peut avoir des solutions là-dessus, sur le recrutement, la formation. Parce que sans ça, on pourra mettre tous les projets en place si vous n'avez pas de salariés pour intervenir au domicile ou si vous n'avez pas de professionnels même, tout simplement. Est-ce qu'il y a un axe mobilité dans votre travail? Des personnes âgées? Oui, des personnes âgées. Oui, totalement. Je vous donne un exemple concret. Il y a un appel à candidature qui va être publié dans quelques semaines qui vise notamment à tout ce qui est l'inclusion culturelle des personnes âgées à domicile, où l'objectif, ça va être de permettre de rompre l'isolement, de permettre un déplacement des personnes, de les faire se connecter à d'autres et de se déplacer. Après, sur le volet déplacement pur, quotidien, individuel, indépendant, il y a également des projets qui sont en cours, mais il faut aussi se rendre compte que le département n'est pas le seul opérateur, il n'est pas compétent sur tout, et la question du transport, notamment, en partie lui échappe. On peut imaginer des transports spécifiques pour les Oui. retraités? Mais il en existe déjà, hein. Le département a déjà mis en place certains types de mobilité spécifiques, notamment pour de l'accès aux soins ou de l'accès à des événements de prévention. On peut imaginer beaucoup de choses. Après, je le redis, le département, il a des compétences et il a besoin d'emmener les autres avec lui sur ces compétences-là. D'accord. Une conclusion, un point que vous voulez rajouter à notre échange? L'île de la Réunion fait, à mon avis, aujourd'hui l'objet d'un bel exemple, dont devrait s'emparer, ou en tout cas devrait s'inspirer d'autres départements.
tout territoire confondu. Le président du conseil départemental, soutenu par l'AFD et avec ses partenaires, s'est dit « je ne vais pas attendre ». Le mur du vieillissement, comme on l'entend régulièrement, il arrive. Voilà. Donc il faut qu'on le prenne. Enfin, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on l'appréhende, justement. Et donc, on va réfléchir à des solutions. Mais c'est un canevas de solutions énorme. On touche à tous les sujets, juridiques, financiers, techniques, humains. Et grâce à ça, eh ben, on est capable, notamment à travers ces assises, de pouvoir communiquer et de pouvoir tant rassurer que d'améliorer encore cette feuille de route en recevant des informations. Donc, moi, la conclusion, c'est de dire la France, l'Europe même, va être confrontée à un vieillissement. Et sans parler de tout ce qui est du champ des retraites et des choses qui sont différentes, sur la prise en charge du vieillissement, la démographie n'ira pas dans le sens. Elle ne va pas dans ce sens-là. Et tous les démographes s'accordent pour dire qu'on va vieillir. Et on va vieillir de plus en plus. Mais donc, pendant qu'on va avoir cette phase des baby-boomers, il va falloir trouver des solutions. Et dans l'organisation actuelle, où le département est le chef de file de cette action-là, il faut qu'il travaille conjointement avec ses partenaires et l'État pour trouver des solutions, parce que il n'y a pas de fatalité. Et moi, comme chez SPQR, on est opposé à la fatalité ou au fatalisme, et on pense qu'il y a des choses à faire.